Pendant des décennies, le monde a été témoin d'hommes qui ont défié les gouvernements, bâti des empires avec du sang et de la cocaïne, et transformé la violence en un commerce mondial. Des quartiers les plus pauvres de Medellín aux montagnes de Sinaloa, le narcotrafic a forgé des légendes écrites avec le pouvoir, l'argent et la mort. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 10 chefs de cartel les plus recherchés et les plus redoutés de l'histoire, des figures qui ont transformé le crime en industrie et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du pouvoir et de la corruption. Prépare-toi à un voyage à travers les vies de ceux qui ont dominé le monde depuis l'ombre. Si tu apprécies les récits réels de pouvoir, de crimes et de chutes, abonne-toi à la chaîne et accompagne-nous jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre n'est pas une fiction, c'est l'histoire du véritable enfer du narcotrafic. Parler du narcotrafic moderne, c'est évoquer un nom qui a changé le destin de toute une nation. Pablo Emilio Escobar Gaviria, l'homme qui, issu des quartiers modestes d'Antioquia, s'est élevé jusqu'à devenir le trafiquant de drogue le plus puissant de la planète. Escobar est né le 1er décembre 1949 à Rio Negro, Antioquia, et a grandi dans les rues de Medellín, entouré de privations, mais aussi d'une ambition qui allait vite devenir sa marque personnelle. Fils d'une institutrice et d'un paysan, il a compris très tôt que l'argent ouvrait toutes les portes, même celles que la loi gardait fermées. Adolescent, il montrait déjà son talent pour le crime. Il volait des pierres tombales pour les revendre, faisait de la contrebande de cigarettes puis de voitures. Des délits mineurs, mais suffisants pour comprendre une chose. Son destin n'était pas d'être un délinquant ordinaire, mais le maître de l'activité la plus lucrative de la planète. Dans les années 1970, alors que les États-Unis connaissaient l'essor de la consommation de cocaïne, Escobar a saisi son opportunité. Avec une vision d'homme d'affaires et une détermination brutale, il a commencé à bâtir son empire. Il n'a pas tardé à créer un réseau aérien reliant les jungles colombiennes à Miami. C'est ainsi qu'est né le cartel de Medellín, une organisation qui, en quelques années, contrôlait presque tout le flux de cocaïne vers l'Amérique du Nord. Escobar ne possédait pas seulement des laboratoires cachés dans la jungle. Il disposait aussi de sa propre flotte d'avions et même de sous-marins improvisés. À son apogée, il contrôlait 80% de la cocaïne entrant aux États-Unis, générant plus de 70 millions de dollars par jour. Avec une telle fortune, Escobar a érigé un symbole de son pouvoir. L'Hacienda Nápoles, une propriété aussi démesurée que son ambition. Pistes d'atterrissage privées, zoos avec des animaux exotiques venus d'Afrique, lacs artificiels, demeures luxueuses et voitures de prestige. C'était le royaume du patron du mal, un empire où la richesse se mêlait au sang. La fortune de Pablo Escobar atteignait des niveaux impossibles à imaginer. Selon son frère Roberto, il perdait parfois des millions de dollars par an à cause de choses aussi triviales que l'humidité ou les rats qui dévoraient les liasses de billets dissimulés. L'argent était si abondant que la dégradation des billets était devenue une perte acceptée. Lors d'une de ses fuites dans la jungle, on raconte qu'Escobar a brûlé plus de 2 millions de dollars en liquide simplement pour réchauffer sa fille, une anecdote qui illustre l'excès absurde et l'humanité déformée de cet homme, capable de mettre le feu à l'argent pendant que le pays brûlait en guerre. Mais le véritable pouvoir d'Escobar ne se mesurait pas en argent, mais en peur. C'est lui qui a popularisé l'une des expressions les plus redoutées de l'histoire du crime latino-américain, plata o plomo. Tu acceptais son pot de vin, ou tu faisais face à la mort? Sous cette politique implacable, Escobar a réussi à s'infiltrer dans les plus hautes sphères du pouvoir colombien. Politiciens, juges, policiers et fonctionnaires. Tous savaient que le patron ne négociait pas 2 fois. Ceux qui résistaient disparaissaient tout simplement. Sa liste de crimes a bouleversé le pays. Il a ordonné l'assassinat du candidat présidentiel Luis Carlos Galán, fait exploser une bombe sur le vol Avianca 203, causant la mort de plus de 100 personnes, et orchestré l'attaque contre le bâtiment du DAS à Bogota, faisant une 50aine de morts. La Colombie vivait sous la terreur d'un homme qui avait transformé le narcotrafic en terrorisme d'État. Durant les années les plus sombres, les voitures piégées et les assassinats quotidiens faisaient partie du paysage urbain. Escobar avait déclaré une guerre ouverte à l'État,
et l'État répondit par une traque sans précédent. Pourtant, la figure d'Escobar était une contradiction vivante. Tandis qu'il terrorisait une nation, il construisait aussi des quartiers, des écoles et des terrains de football pour les plus pauvres de Medellín. Pour beaucoup, il était un bienfaiteur, un Robin des Bois qui volait l'État pour donner au peuple. Cette dualité, criminel et sauveur, l'a transformé en un mythe dangereux, aimé et haï à la fois. Dans les années 1980, Escobar voulut aller plus loin, le pouvoir politique. Il fut élu suppléant à la Chambre des représentants de Colombie en 1982. Mais sa tentative de légitimation tourna à la tragédie. Son passé criminel fut exposé, et des journalistes comme Guillermo Cano, qui l'avaient dénoncé ouvertement, le payèrent de leur vie. Exclu de la politique, Escobar jura vengeance contre les élites et contre l'État lui-même. Le conflit qui suivit fut brutal. Le cartel de Medellín assassina juges, ministres, policiers et journalistes. Plus de 4000 morts sont attribués, directement ou indirectement, à sa guerre personnelle contre le système. La pression des États-Unis fut décisive. L'accord d'extradition avec la Colombie menaçait son empire, et Escobar promit de l'empêcher par le sang et par le feu. En 1991, après des années d'affrontements, il négocia sa reddition sous une condition inimaginable: construire sa propre prison, la cathédrale, un palais déguisé en établissement pénitentiaire. Derrière des murs gardés par ses hommes, Escobar vivait comme un roi. Terrain de football, bars, discothèques et tout le confort que son argent pouvait acheter. De là, il continua à diriger ses affaires, se moquant du gouvernement et du monde entier. Mais la supercherie ne dura pas. En 1992, lorsque les autorités tentèrent de le transférer dans une véritable prison, Escobar s'échappa sans difficulté, déclenchant la chasse finale. Le gouvernement colombien, la DEA et un groupe paramilitaire connu sous le nom de Los Peps unirent leurs forces pour l'éliminer. Le 2 décembre 1993, un jour après avoir fêté ses 44 ans, Pablo Escobar fut localisé dans un quartier de Medellín. Un appel téléphonique à sa famille scella son destin. La fin du patron était proche. Le 2 décembre 1993, après des années de traque, l'histoire du « patron du mal » arriva à son terme. Une opération du bloc de recherche encercla une maison du quartier Los Olivos, à Medellín. Escobar, acculé et sans issue, tenta de s'échapper par les toits, mais les balles furent plus rapides. Son corps resta étendu sur les toitures, et avec lui tomba l'empire le plus violent que la Colombie ait connu. La mort de Pablo Escobar marqua la fin du cartel de Medellín, mais non celle du narcotrafic. Son nom devint une légende. Pour certains, il fut un monstre sanguinaire. Pour d'autres, un rebelle défiant le système. Sa vie inspira films, séries et documentaires. Mais au-delà de la fiction, son histoire symbolise quelque chose de plus profond. Le prix d'une ambition sans limite. Escobar eut tout. L'argent, le pouvoir, la peur, et même la dévotion d'un peuple. Mais son désir d'être intouchable finit par le détruire. Sa chute fut aussi spectaculaire que son ascension. Et même des décennies plus tard, son ombre parcourt encore les rues de Medellín. Le patron du mal est peu être mort, mais son mythe, jamais. À des milliers de kilomètres, dans les montagnes du nord-ouest mexicain, une autre figure était destinée à prendre sa place dans l'histoire. Un homme qui transforma l'évasion en art et la ruse en arme principale. Son nom, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, que le monde connaîtrait sous le surnom d'El Chapo. Né le 4 avril 1957 à La Tuna, Badiraguato, une petite communauté cachée dans les montagnes de Sinaloa, Guzmán grandit entouré de pauvreté, de violence et de champs de pavots. Son père, Emilio Guzmán, était paysan et cultivateur de marijuana et d'opium. Dans cet environnement, le jeune Joaquín apprit 2 leçons fondamentales, que la terre donne peu et que la drogue donne tout. Sa petite taille à peine 1,64 m lui valut le surnom d'El Chapo, le petit. Mais sa stature ne fut jamais un obstacle. Très jeune, il montra un esprit calculateur et une volonté implacable. Son parcours criminel commença comme lieutenant de Miguel Ángel Félix Gallardo, le légendaire parrain du cartel de Guadalajara. Sous sa tutelle, El Chapo apprit les secrets du trafic.
comment déplacer la marchandise, comment corrompre et comment survivre. Lorsque Félix Gallardo fut emprisonné en 1989, la carte du narcotrafic mexicain fut redessinée. Les affaires furent partagées entre anciens alliés, et Guzmán hérita de sa part dans les montagnes de Sinaloa. Avec Ismael El Mayo, Zambada et Héctor Luis El Güero Palma, il fonda une nouvelle organisation, le cartel de Sinaloa, une machine criminelle destinée à devenir la plus puissante de la planète. El Chapo comprit que pour dominer le marché, il fallait innover. Il abandonna les petits avions et les méthodes traditionnelles pour créer sa marque personnelle. Les tunnels frontaliers, de véritables œuvres d'ingénierie clandestine, reliant le Mexique aux États-Unis. Sous terre, l'empire du Chapo commençait à s'étendre. Ce qui avait débuté comme une activité familiale dans les montagnes se transforma en un réseau international de cocaïne, de méthamphétamine et de marijuana. El Chapo Guzmán ne se contenta pas d'hériter du legs d'Escobar, il le dépassa, portant le narcotrafic à une échelle mondiale. L'empire du cartel de Sinaloa franchit rapidement les frontières. Sous le commandement de Joaquín Guzmán, l'organisation étendit ses tentacules à plus de 50 pays, contrôlant des routes vers les États-Unis, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Il transportait cocaïne, marijuana, méthamphétamine et héroïne. C'était une activité planétaire, une multinationale du crime. Dans les années 1990 et 2000, le cartel de Sinaloa s'imposa comme l'organisation criminelle la plus puissante du monde. La fortune d'El Chapo atteignit des chiffres si extravagants qu'en 2009, le magazine Forbes le classa parmi les hommes les plus riches de la planète, avec un patrimoine estimé à $1 milliard. Le paysan de Badiraguato était devenu un magnate invisible, aussi puissant que les financiers de Wall Street. Mais cet empire reposait sur le sang. Les années 2000 marquèrent l'une des périodes les plus violentes de l'histoire récente du Mexique. Le cartel de Sinaloa affronta ses ennemis naturels. Le cartel de Juárez, les Beltrán Leiva et surtout Los Zetas. Une organisation paramilitaire réputée pour sa brutalité. El Chapo savait mêler stratégie et terreur. Il négociait avec ceux qui pouvaient lui être utiles, mais anéantissait quiconque se dressait sur sa route. Sa guerre fit des milliers de morts, dont des civils pris au milieu des tirs croisés. La violence devint sa signature, et son nom, un cauchemar pour l'État mexicain. Le 9 juin 1993, la chance tourna. Il fut arrêté au Guatemala et extradé vers le Mexique. Condamné à 20 ans de prison pour trafic de drogue et meurtre, El Chapo semblait arriver au bout de sa route. Mais même derrière les barreaux, le pouvoir de son argent restait intact. La corruption du système pénitentiaire lui permit de continuer à gérer une partie de ses opérations depuis sa cellule. Le 19 janvier 2001, l'impossible se produisit. El Chapo Guzmán s'évada de la prison de haute sécurité de Puente Grande, dans l'État de Jalisco. Selon la version la plus répandue, il se cacha dans un chariot de lingerie qui sortit par la porte principale. C'est ainsi que naquit la légende. À partir de ce moment, l'homme devint un fantôme. Pendant plus de 10 ans, Guzmán vécut caché dans les montagnes de Sinaloa, protégé par ses tueurs et par des communautés entières qui le considéraient comme un bienfaiteur. Dans les villages, son nom était synonyme de respect ou de peur. Pendant que le gouvernement le traquait, il épousait Emma Coronel, une reine de beauté, et fondait une famille au milieu du chaos. Le 22 février 2014, la chance tourna de nouveau. Après une opération conjointe de la marine mexicaine et de la DEA, El Chapo fut capturé à Mazatlan, Sinaloa, dans un appartement face à la mer. Le monde célébra son arrestation. Le fugitif le plus recherché de la planète était tombé. Mais l'histoire n'allait écrire que son chapitre le plus insolite. Le 11 juillet 2015, El Chapo réussit encore l'impossible. Il s'échappa de la prison d'Altiplano, dans l'État de Mexico, par un tunnel de plus d'1,5 km, équipé de ventilation, d'éclairage et d'une moto sur rail. L'évasion était si parfaite qu'on aurait dit un film. Et le monde prononça de nouveau son nom avec stupéfaction. Durant sa deuxième cavale, Guzmán se sentit intouchable. Il chercha à négocier sa propre histoire et contacta des acteurs et des producteurs pour porter sa vie au cinéma. Dans cette tentative de se rendre immortel, il organisa une rencontre secrète avec Sean Penn
et l'actrice Kate del Castillo. Cette interview, publiée plus tard, deviendrait l'erreur qui scella son destin. Le 8 janvier 2016, lors d'une opération baptisée Cisne Negro, la marine mexicaine fit irruption dans une maison à Los Mochis, Sinaloa. Après une fusillade féroce, Joaquín Guzmán Loera fut capturé pour la 3e fois. L'homme qui avait défié l'État pendant plus de 20 ans retombait enfin. Et cette fois, il n'y aurait pas de tunnel pour s'échapper. Cette fois, les autorités n'étaient pas prêtes à répéter les erreurs du passé. Après sa dernière capture, El Chapo Guzmán fut transféré sous très haute sécurité. En janvier 2017, le Mexique l'extrada vers les États-Unis. L'homme qui avait humilié l'État mexicain avec 2 évasions impossibles affrontait désormais la justice du pays le plus puissant du monde. En 2019, son procès s'ouvrit devant la Cour fédérale de Brooklyn, à New York. La procédure révéla les secrets les plus sombres du narcotrafic moderne. Des pots de vin de plusieurs millions versés à des politiques, militaires et fonctionnaires, des systèmes de tunnels sous la frontière, et un réseau international de trafic qui fonctionnait comme une entreprise mondiale. Les témoignages d'anciens alliés dessinèrent la véritable ampleur de son empire. Assassinats ciblés, corruption institutionnelle et des tonnes de cocaïne franchissant chaque année la frontière vers les États-Unis. El Chapo devint le visage public d'un pouvoir que le gouvernement n'avait jamais réussi à éradiquer. La sentence fut implacable. La réclusion à perpétuité, plus 30 ans de prison. Il fut envoyé au pénitencier ADX Florence, dans le Colorado, la prison la plus sécurisée de la planète, connue comme l'Alcatraz des Rocheuses. Il y demeure isolé, sans contact avec l'extérieur, sans tunnel ni allié, seul avec sa légende. Mais le cartel qu'il avait bâti ne disparut pas. Le cartel de Sinaloa continue d'opérer avec la même force, sous de nouvelles directions. Parmi elles, ses propres fils, connus sous le nom de Los Chapitos, qui héritèrent à la fois de son pouvoir et de son ambition. L'histoire d'El Chapo Guzmán n'est pas seulement celle d'un fugitif ou d'un capot légendaire. C'est l'histoire d'un pays entier marqué par la violence, la corruption et l'impunité. Un homme qui a défié des gouvernements, s'est évadé de prisons impossibles, amassé une fortune incalculable, mais qui, au final, comprit qu'aucun empire criminel n'est éternel. Pendant que Guzmán tombait, un autre nom résonnait déjà dans les cieux du Mexique. Un homme qui changea la manière de transporter la drogue et porta le commerce dans les airs. Son nom, Amado Carrillo Fuentes, connu sous le surnom de El Señor de los Cielos. Son surnom n'était pas un hasard. Carrillo mit au point sa propre flotte aérienne, avions cargo, jets privés et pistes clandestines reliant l'Amérique du Sud au nord du Mexique. Il fit du ciel son territoire et du cartel de Juárez l'une des organisations les plus riches et les plus redoutées du continent. Il naquit le 17 décembre 1956 à Navolato, Sinaloa, dans une famille modeste. Très jeune, il montra un talent naturel pour les affaires et un esprit analytique qu'il allait bientôt appliquer au monde du trafic de drogue. Son mentor fut son propre oncle, Carlos Carrillo, qui lui ouvrit les portes du milieu. Avec son tempérament réservé et une patience calculée, Amado gravit rapidement les échelons du cartel. Dans les années 1980, il travailla sous les ordres de Rafael Aguilar Guajardo, alors chef du cartel de Juárez. Amado n'était ni un tueur ni un homme de rue, c'était un stratège. Il maîtrisait la logistique, comprenait les routes, les délais et les contacts. Chaque expédition était une opération militaire. Chaque vol, un pari capable de déplacer des millions de dollars. Et lorsque le leadership d'Aguilar s'effondra, Amado Carrillo Fuentes prit le contrôle. En 1993, après la mort de Rafael Aguilar Guajardo, Amado Carrillo Fuentes prit le contrôle absolu du cartel de Juárez. À partir de là, la frontière nord du Mexique, et surtout Ciudad Juárez, devint son bastion. C'était le point idéal, une ligne directe vers les États-Unis, et une porte ouverte sur le trafic international de cocaïne. Son surnom, El Señor de los Cielos, n'avait rien d'exagéré. Carrillo révolutionna le narcotrafic en conquérant les airs. Il acheta et modifia des avions de ligne, des cargos et des jets privés pour transporter des tonnes de drogue à travers des cieux surveillés. Ces vols clandestins acheminaient entre 5 et 10 tonnes par trajet, défiant même la DEA
et l'armée de l'air américaine. Sous sa direction, le cartel de Juárez se transforma en une machine parfaite. Un réseau de pilotes chevronnés, de mécaniciens, d'opérateurs et de collaborateurs loyaux, exécutant chaque mission avec une précision militaire. Sa logistique était si efficace que, pendant des années, il devint le principal corridor aérien de cocaïne vers l'Amérique du Nord, générant des milliards de dollars. Mais Amado n'était pas un capot comme les autres. Il ne cherchait ni la célébrité, ni les gros titres. Il préférait le silence. Pendant que d'autres étalaient leur pouvoir, Carrillo Fuentes se cachait derrière le profil d'un homme d'affaires discret. Il fuyait les projecteurs et les caméras, et cette discrétion fut sa meilleure arme pour survivre. Pourtant, il profitait des luxes que sa fortune lui offrait. Demeures au Mexique et en Amérique latine, voitures blindées, montres exclusives et voyages constants à l'étranger. Sa richesse le protégeait, mais son obsession du contrôle et de la perfection commençait aussi à le dévorer. Pendant son règne, le cartel de Juárez affronta des ennemis puissants. Les guerres pour les routes vers les États-Unis le menèrent à se heurter au cartel de Sinaloa et à des groupes émergents qui voulaient lui arracher le contrôle. Carrillo n'était pas un assassin impulsif, mais son organisation fut responsable d'assassinats ciblés, de règlements de comptes et de disparitions qui maintenaient son autorité incontestée. Sa violence était chirurgicale, exécutée avec précision et sans témoin. Amado avait une obsession particulière. Son image. Il craignait d'être reconnu, craignait qu'une photo ne le trahisse. C'est pourquoi il décida de subir des opérations de chirurgie esthétique pour changer de visage. Le 4 juillet 1997, il entra dans un hôpital privé de Mexico pour une intervention. Il n'en ressortit jamais vivant. La version officielle parla de complications médicales, d'autres théories évoquent quelque chose de plus sombre. Une réaction mortelle due à un excès d'anesthésie, ou même une trahison au sein de son propre cercle. Le capot le plus puissant des airs s'écrasa au sol, sans tirer une seule balle. Sa mort laissa un vide immense. Le cartel de Juárez se fragmenta en factions qui se battirent pour les routes et l'argent. Personne ne parvint à reconstruire l'empire qu'Amado avait créé. Et pourtant, son héritage demeure. Le nom d'Amado Carrillo Fuentes reste synonyme de pouvoir, d'intelligence et d'audace. Un capot qui n'a pas seulement conquis des territoires, mais aussi les cieux. L'histoire d'Amado Carrillo Fuentes nous a montré que, dans le narcotrafic, le vrai pouvoir naît de l'intelligence, de la stratégie et de la capacité à planifier chaque mouvement comme s'il s'agissait d'une guerre. Et même si son corps repose sous terre depuis plus de 2 décennies, son nom plane encore dans le ciel du mythe. Car dans le monde du crime organisé, il y a des hommes qui meurent, mais ne disparaissent jamais. Après la chute de Carrillo, une nouvelle génération de capots émergeait dans le nord du Mexique, plus sauvage, plus militarisé et bien plus imprévisible. Parmi eux, un homme dont le nom fut prononcé avec peur pendant des années. Osiel Cárdenas Guillén, le chef du cartel du Golfe et le créateur du bras armé le plus brutal de l'histoire du narcotrafic mexicain, Los Zetas. Osiel changea les règles du jeu. Son règne ne reposait ni sur la diplomatie, ni sur la ruse financière. Il reposait sur la terreur. Il naquit le 18 juin 1967 à Matamoros, Tamaulipas, une ville frontalière marquée par la contrebande, la pauvreté et la corruption. Sa famille était modeste, mais Osiel en voulait toujours plus. Très jeune, il navigua entre le commerce local et les affaires illégales, où il découvrit que l'argent facile n'était pas seulement tentant, mais addictif. Il se mit rapidement à trafiquer de petites quantités de drogue et d'armes, évoluant avec aisance dans un monde où le crime était presque une habitude. Son talent pour organiser, diriger et surtout imposer le respect lui valut une place au sein du cartel du Golfe, alors contrôlé par Juan García Abrego et Juan Nepomuceno Guerrea. Dans les années 1990, Cárdenas Guillén grimpa comme une comète dans l'organisation. Il avait du charisme, un esprit stratégique et une main de fer. Il n'avait pas besoin de crier pour être obéi. Un regard suffisait à imposer son autorité. À la fin de la décennie, il était devenu le chef absolu du cartel. Et sous son commandement, le cartel du Golfe se transforma complètement.
Ce n'était plus seulement un groupe de trafiquants. C'était une force paramilitaire. Ils contrôlaient des routes de cocaïne, de marijuana et de méthamphétamine vers les États-Unis, et leur pouvoir s'étendait du Tamaulipas jusqu'à l'Amérique centrale. Mais son coup le plus audacieux et le plus dangereux fut la création de Los Zetas. Une unité d'élite composée d'anciens militaires formés aux tactiques de guerre, au renseignement et à la contre-insurrection. Ils deviendrent son bras armé, ses yeux et ses exécuteurs. Avec Los Zetas, Osiel changea à jamais le visage du narcotrafic mexicain. Il ne s'agissait plus de vendre de la drogue, il s'agissait désormais de contrôler des territoires par la peur et la violence systématique. Los Zetas menait enlèvements, embuscades et assassinats avec une précision militaire. Chaque opération était une démonstration de discipline, de brutalité et de contrôle. Et tout le pays commença à les craindre. Osiel ne craignait personne, ni les politiciens, ni la police, ni les forces armées. C'était un homme qui aimait le défi. En 1999, il fut au centre de l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire du crime mexicain. Il intercepta un convoi de la marine à Matamoros et, lourdement armé, força les soldats à lui jurer fidélité ou à mourir sur le champ. Ce geste insensé, presque suicidaire, fit de lui une légende vivante et l'ennemi public numéro 1 de l'État. Sous son règne, des milliers de personnes moururent, rivaux, policiers, civils, et même des membres de son propre cartel. Le nord-est du Mexique devint un champ de bataille où la loyauté s'achetait avec du sang. Osiel Cárdenas Guillén avait créé un monstre qui, tôt ou tard, finirait aussi par le dévorer. Sous le commandement d'Osiel Cárdenas Guillén, le cartel du Golfe connut une expansion sans précédent. Il contrôlait des routes vers le Texas, le Nouveau-Mexique et d'autres États frontaliers des États-Unis. Mais son ambition ne s'arrêta pas là. Il étendit ses opérations vers l'Europe et l'Amérique centrale, nouant des alliances avec des organisations criminelles étrangères afin de garantir un flux constant de cocaïne et d'armes. Osiel comprenait que le pouvoir ne se maintenait pas seulement par la violence, mais aussi par des affaires internationales, des pots de vin stratégiques et des accords discrets. Son empire générait des milliards de dollars par an, assez pour acheter des silences, des loyautés et du temps. La DEA et les autorités mexicaines l'avaient dans le viseur. Son nom figurait en tête des listes des criminels les plus recherchés au monde. Mais le capturer était presque impossible. Son armée de sicaires, ses informateurs au sein des institutions et la terreur imposée par Los Zetas le rendaient pratiquement intouchable. Pourtant, toute ombre a une fin. En mars 2003, après une opération conjointe du Mexique et des États-Unis, Osiel fut capturé à Matamoros. Le capot qui avait fait de la violence une forme de gouvernement tombait entre les mains de l'État. Il fut accusé de narcotrafic, de meurtre, d'enlèvement et de menaces contre des agents fédéraux. Son extradition vers les États-Unis marqua un tournant. Pour la première fois, un chef du cartel du Golfe était livré à la justice américaine. C'était le signal clair d'une nouvelle ère dans la guerre contre le narco. Devant les tribunaux américains, il fit face à de multiples chefs d'accusation fédéraux. Il fut condamné à 25 ans de prison pour trafic de drogue, complot en vue de meurtre et blanchiment d'argent. Au cours du procès, la véritable structure de son organisation fut révélée, ainsi que le rôle impitoyable de Los Zetas. Une armée privée agissant avec une brutalité chirurgicale et sans aucune limite morale. Bien qu'Osiel Cárdenas Guillén soit derrière les barreaux, son héritage est toujours vivant. Los Zetas, libérés du contrôle du Golfe, devinrent une organisation indépendante, encore plus violente, ouvrant l'une des périodes les plus sanglantes de l'histoire moderne du Mexique. Son histoire est celle d'un homme qui transforma un cartel en une structure militarisée, changeant à jamais la manière dont opéraient les organisations criminelles dans le pays. D'un jeune de Matamoros, il devint un chef redouté, imposant sa loi avec audace, stratégie et sang. Et son nom resta gravé comme un symbole d'un pouvoir sans mesure et du coût humain du narcotrafic. Mais avant Osiel, avant El Chapo, et même avant El Señor de los Cielos, il y eut un homme qui posa les bases de tout le narcotrafic moderne au Mexique. Un nom qui inspire encore le respect, chez les capos comme chez les agents. L'homme qui mit de l'ordre dans le chaos et apprit aux autres comment devait fonctionner un empire criminel.
Son nom est Miguel Ángel Félix Gallardo, et dans les bas-fonds, on le connaît comme El Padrino. Il fut l'architecte des grands cartels mexicains, le mentor de figures comme Joaquín El Chapo Guzmán et Amado Carrillo Fuentes, et l'homme qui transforma de petits contrebandiers en entrepreneurs du crime. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire du cerveau, derrière l'un des empires les plus sophistiqués de l'histoire du narcotrafic, un homme qui changea le destin du Mexique avec une seule idée, que la violence devait servir le pouvoir et non le remplacer. Dans l'histoire du narcotrafic mexicain, un nom résonne comme l'origine de tout. L'architecte qui transforma des contrebandiers en entrepreneurs du crime. L'homme que les capos appelaient El Jefe de Jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo. Il naquit le 8 janvier 1946 à Culiacán, Sinaloa. Mais c'est à Guadalajara, Jalisco, qu'il construirait le centre de son pouvoir. Issu d'une famille de classe moyenne, il montra très tôt une intelligence froide, de la discipline et un instinct naturel pour le leadership. Ce n'était pas un homme violent, c'était un stratège, quelqu'un qui comprenait la valeur du contrôle plus que celle des balles. Dans sa jeunesse, il entra dans la police de l'État à Guadalajara. Là, il apprit les règles du système et, plus important encore, comment les contourner sans laisser de traces. Son passage dans l'institution lui donna non seulement accès à des informations confidentielles, mais aussi à un réseau de politiciens, d'hommes d'affaires et d'agents corrompus, qui deviendrait plus tard la colonne vertébrale de son futur empire. Félix Gallardo comprit quelque chose que très peu saisissaient à l'époque. Le business, ce n'était pas la drogue, c'était le pouvoir. À la fin des années 1970, il commença à s'impliquer dans le trafic de marijuana puis de cocaïne. Au moment même où l'explosion de la consommation aux États-Unis créait des fortunes instantanées. Sa formation de policier lui permit de déplacer la marchandise avec précision sans éveiller les soupçons. Il fut l'un des premiers à concevoir le narcotrafic comme une entreprise organisée, où les routes, la logistique et la corruption comptaient autant que le produit. Avec cette vision, il fonda le cartel de Guadalajara, le premier cartel moderne du Mexique. Sous son commandement se réunirent des figures qui domineraient plus tard le pays. Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo et un jeune ambitieux nommé Joaquín El Chapo Guzmán. Le cartel de Guadalajara en vint à contrôler presque tout le trafic de marijuana et de cocaïne vers les États-Unis pendant les années 1980. Son succès tenait à plus que la violence. Félix Gallardo préférait corrompre plutôt que tuer, négocier plutôt que tirer. Il comprenait que le sang attirait l'attention et que l'attention détruisait les empires. Il établit des alliances avec les cartels colombiens qui lui fournissaient de la cocaïne à grande échelle. En échange, il garantissait la distribution via les routes mexicaines jusqu'au marché américain. C'était l'intermédiaire parfait, efficace, discret et mortel quand il le fallait. Sa phrase la plus connue le définissait avec précision: « Celui qui s'en prend à nous, paye ». Félix Gallardo ne contrôlait pas seulement la drogue. Il contrôlait la politique, la police et les frontières. Son organisation fonctionnait comme une corporation avec des divisions spécialisées. Finances, transport, sécurité et renseignement. Ce modèle inspirerait tous les cartels qui suivirent. Mais sa perfection avait un point faible, l'arrogance. En 1985, l'assassinat de l'agent de la DEA Enrique Kiki Camarena changea à jamais l'équilibre du narcotrafic mexicain. Camarena avait réussi à découvrir les laboratoires et les plantations du cartel de Guadalajara. Son enlèvement, sa torture et son exécution déclenchèrent l'opération Leyenda, la plus grande enquête de l'histoire de la DEA. Les États-Unis exercèrent sur le Mexique une pression politique sans précédent. L'affaire révéla le réseau de corruption qui soutenait Félix Gallardo et plaça le pays sous le regard du monde. Le 19 avril 1989, après des années d'enquête et de pression internationale, Miguel Ángel Félix Gallardo fut arrêté à Guadalajara. Il fut condamné à 40 ans de prison pour narcotrafic, enlèvement et meurtre. Mais même depuis sa cellule, El Padrino continuait de donner des ordres. Il maintenait le contact avec ses hommes par l'intermédiaire de messagères et de membres de sa famille, prouvant que son pouvoir ne dépendait pas de la liberté, mais de l'influence.
Après son arrestation, le grand empire du cartel de Guadalajara se fragmenta, et de ses cendres naîtraient les monstres du nouveau millénaire, le cartel de Sinaloa, dirigé par El Chapo Guzmán, le cartel de Juárez, sous Amado Carrillo Fuentes, et le cartel de Tijuana, avec les frères Arellano Félix. Chacun hérita d'un morceau du rêve d'El Padrino. Et avec cela, commença une nouvelle ère de sang et de pouvoir. Quand Miguel Ángel Félix Gallardo tomba, l'empire qu'il avait bâti se brisa en morceaux. De cette division naquirent les grands cartels qui domineraient les décennies suivantes. Le cartel de Juárez, sous le commandement d'Amado Carrillo Fuentes, et le cartel de Tijuana, contrôlé par les redoutés frères Arellano Félix. Ce modèle de division territoriale, zone de contrôle, route définie et hiérarchie verticale devint la base du narcotrafic moderne au Mexique. Une structure si efficace que, des décennies plus tard, elle est encore bien vivante. Depuis sa cellule, Félix Gallardo observa son héritage se développer au-delà de son contrôle. Il avait conçu la feuille de route d'un business que plus personne ne pourrait arrêter. Il fut le premier grand architecte du narcotrafic moderne, l'homme qui transforma un réseau de contrebandiers en une organisation mondiale. Son influence façonna toute une génération de capos. El Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, Rafael Caro Quintero, tous suivirent les principes qu'El Padrino avait imposés. L'intelligence avant la violence, le contrôle avant le chaos, le pouvoir avant la célébrité. Félix Gallardo ne fut jamais le plus sanguinaire, ni le plus visible. Mais il fut le plus intelligent, un stratège qui sut manipuler les systèmes, acheter le silence et bâtir un empire sans avoir besoin de tirer une arme. C'est pourquoi son nom reste synonyme de pouvoir, de calcul et de légende. Son histoire est une leçon sur la façon dont l'ambition peut transformer un homme ordinaire en mythe et sur la manière dont les mythes du crime ne meurent jamais tout à fait. Mais tandis qu'El Padrino planifiait depuis l'ombre, un autre homme était déjà en train de s'élever, avec un style bien plus direct et brutal. Son nom resterait marqué par l'un des crimes les plus sombres de l'histoire du narcotrafic, Rafael Caro Quintero. Cofondateur du cartel de Guadalajara, Caro Quintero n'a pas seulement contribué à bâtir l'empire de Félix Gallardo, il fut aussi responsable de l'une des plus grandes crises diplomatiques entre le Mexique et les États-Unis, l'enlèvement et l'assassinat de l'agent de la DEA Enrique Kiki Camarena. Son histoire est celle d'un homme qui combina ambition, ruse et cruauté sans limite. Rafael Caro Quintero naquit le 24 octobre 1952 à La Noria, Badiraguato, Sinaloa. Une région pauvre, mais fertile en autre chose que des récoltes. C'était le berceau des grands capots du narcotrafic mexicain. Sa famille vivait de l'agriculture, cultivant maïs et haricots, mais aussi marijuana et pavot, des cultures que le jeune Raphaël connut dès l'enfance. Très tôt, il montra un esprit calculateur et une ambition féroce. Alors que d'autres rêvaient d'échapper à la pauvreté, lui rêvait de la dominer. Il commença par cultiver de petites parcelles de marijuana à Sinaloa, mais comprit vite que le véritable argent se trouvait au-delà des montagnes. Il étendit ses opérations à d'autres régions du pays, puis aux États-Unis, mettant en place un réseau logistique fait de routes, de contacts et de pots de vin versés aux autorités. C'est alors qu'il s'allia à Miguel Ángel Félix Gallardo et Ernesto Fonseca Carrillo, formant le légendaire cartel de Guadalajara, la première grande organisation moderne du narcotrafic mexicain. Durant les années 1970 et 1980, le cartel contrôla la production et la distribution de marijuana et de cocaïne vers les États-Unis. Caro Quintero était le maître de la logistique et de la production, tandis que ses associés géraient la sécurité et les relations politiques. Ensemble, ils créèrent un réseau si sophistiqué que, pour la première fois, le Mexique cessa d'être un simple corridor pour devenir l'épicentre mondial du trafic de drogue. En 1985, l'histoire du narcotrafic mexicain changea pour toujours. L'agent de la DEA Enrique Kiki Camarena avait réussi à infiltrer le réseau de laboratoires de cocaïne du cartel de Guadalajara. Ses rapports étaient sur le point de démanteler l'une des opérations les plus rentables du continent. Mais avant d'y parvenir, il disparut. Ce fut Rafael Caro Quintero qui ordonna son enlèvement. L'agent fut intercepté à Guadalajara, torturé pendant des heures
et assassiné avec une brutalité extrême. Son corps fut retrouvé quelques jours plus tard, portant les traces d'un châtiment qui bouleversa le Mexique et les États-Unis. Ce crime n'a pas seulement ôté une vie. Il a changé l'histoire du narcotrafic pour toujours. Pour la première fois, le gouvernement des États-Unis fit face à l'ampleur réelle du pouvoir criminel au Mexique. Washington exigea des réponses, et ce qui suivit fut l'une des plus grandes opérations de l'histoire de la DEA, l'opération Leyenda, une traque internationale sans précédent. Le nom de Caro Quintero passa au premier rang de la liste des hommes les plus recherchés au monde. En 1985, après des semaines de poursuites, il fut arrêté par les autorités mexicaines. L'homme qui avait défié 2 nations fut condamné à 40 ans de prison pour narcotrafic, enlèvement et meurtre. Même derrière les barreaux, son influence ne disparut pas. Depuis la prison, il continua de déplacer les pièces par l'intermédiaire d'intermédiaires, conservant une partie du contrôle sur ses anciens associés. Mais le monde du narco n'était déjà plus le même. Pendant qu'il purgeait sa peine, de nouvelles figures émergèrent. El Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, Los Zetas. La génération qu'il avait contribué à former l'avait dépassé. En 2013, l'impensable se produisit. Rafael Caro Quintero fut libéré, après 28 ans de prison, à la suite d'un vice de procédure. Sa sortie déclencha une vague d'indignation au Mexique et aux États-Unis. Mais le vieux Capo ne chercha pas la retraite. Il retourna au business qu'il connaissait le mieux. En quelques mois, il recommença à tirer les ficelles du narcotrafic. Il réactiva ses contacts, récupéra des routes et conclut des alliances avec de nouveaux groupes criminels. Son nom réapparut dans des rapports de renseignement et sur des listes de récompenses internationales. La DEA offrait des millions de dollars pour toute information, conduisant à sa capture. Caro Quintero prouva à nouveau pourquoi il était considéré comme un maître de la logistique criminelle. Il organisait des routes terrestres et fluviales vers les États-Unis, coordonnait des laboratoires dans plusieurs États et gardait les autorités sous contrôle grâce à des pots de vin ciblés. Contrairement à d'autres capos plus médiatisés, sa violence était silencieuse, calculée et précise. Il ne cherchait pas les gros titres. Il cherchait des résultats. L'héritage de Rafael Caro Quintero est un paradoxe. Il fut l'un des pionniers du narcotrafic moderne, l'homme qui professionnalisa le business et apprit aux autres à masquer le crime derrière l'argent. Mais il fut aussi responsable de l'un des assassinats les plus atroces de l'histoire contemporaine du Mexique. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, il reste un symbole de ce que le pouvoir criminel peut atteindre quand se mêlent intelligence, ambition et sang-froid. Un nom qui suscite peur et respect, des champs de Sinaloa jusqu'aux tribunaux internationaux. Rafael Caro Quintero, le cultivateur devenu magnat du crime, le fondateur d'un empire, et l'homme qui prouva que, dans le monde du narcotrafic, la mort ne signifie pas toujours la fin. Dans l'histoire du narcotrafic mexicain, il existe un homme enveloppé d'ombre, un fantôme qui a survécu à tous les capos, à tous les gouvernements et à toutes les guerres. Son nom est Ismael Zambada Garcia, même si le monde le connaît simplement comme El Mayo. Depuis plus de 5 décennies, Zambada est resté au sommet du cartel de Sinaloa, un empire criminel qui a résisté aux chutes, aux trahisons et aux arrestations. Pendant que ses associés étaient emprisonnés ou abattus, lui est resté libre, observant, tirant les ficelles, attendant le bon moment. El Mayo n'avait pas besoin des projecteurs ni de la célébrité des séries. Son pouvoir s'est bâti sur la patience, l'intelligence et le silence. C'est, à bien des égards, le dernier grand stratège du narcotrafic moderne. Ismael Zambada Garcia naquit le 1er janvier 1948 à Culiacán, Sinaloa, au centre d'un territoire qui serait plus tard connu comme le berceau du narcotrafic mexicain. Il venait d'une famille modeste. Son père était agriculteur, sa mère, femme au foyer. Dans les montagnes de Sinaloa, cultiver marijuana et pavot était aussi courant que semer du maïs. Le narcotrafic n'était pas un crime, c'était une manière de survivre. Dès l'enfance, Ismael apprit les secrets de la culture, du transport et de la vente à petite échelle. Il montra un talent naturel pour négocier, organiser et, surtout, garder son calme quand tous les autres perdaient la tête. Dans sa jeunesse, il commença à distribuer marijuana et opium dans les villages voisins. Sa méthode était simple, mais efficace.
toujours tenir parole, parler peu, et ne jamais laisser de traces. Cette discrétion lui permit de grandir sans attirer l'attention, pendant que d'autres capots se disputaient notoriété et territoire. Sa réputation parvint rapidement aux oreilles de Miguel Ángel Félix Gallardo, qui, dans les années 1970, contrôlait le cartel de Guadalajara. Le jeune Zambada rejoignit son réseau et apprit de première main comment fonctionnait le business. Le contrôle des routes, l'achat des volontés, la coordination avec les cartels colombiens et la logistique internationale du trafic de cocaïne. Lorsque Félix Gallardo fut arrêté en 1989, son empire se fragmenta, et dans cette division du pouvoir, Zambada émergea comme l'un des nouveaux dirigeants du cartel de Sinaloa, aux côtés de Joaquín El Chapo Guzmán et d'autres associés qui transformeraient le narcotrafic pour toujours. Tandis que Guzmán devenait le visage visible du cartel, El Mayo restait dans l'ombre, tel un stratège silencieux, dirigeant à distance, déplaçant des cargaisons et négociant des accords internationaux. Sous sa direction, le cartel de Sinaloa se consolida comme l'une des organisations les plus efficaces et les plus flexibles du monde. Il utilisait des tunnels frontaliers, des jets privés, des bateaux de pêche et des sous-marins de fortune pour transporter la drogue. Il gérait des réseaux de renseignement qui lui permettaient d'anticiper les mouvements de l'armée et de la DEA. Et surtout, il savait quand disparaître de la carte. Alors que d'autres capots tombèrent par orgueil ou par surexposition médiatique, El Mayo choisit l'invisibilité. Son nom apparaît à peine sur des photographies, ses déplacements sont chuchotés entre agents et rivaux, et son pouvoir reste intact. Ismael El Mayo. Zambada n'est pas seulement un capot, c'est une institution du silence. Un homme qui comprit que, dans le narcotrafic, survit celui qui sait attendre. Pendant des décennies, Ismael El Mayo, Zambada s'imposa comme un maître de la logistique. Sa précision et son calme lui permirent de survivre à des guerres interminables contre l'État et à des affrontements avec les cartels les plus meurtriers du Mexique. Pendant que d'autres se vidaient de leur sang dans des luttes de territoire, lui préférait planifier, attendre et avancer en silence. Son alliance la plus importante fut celle avec Joaquín El Chapo Guzmán. Pendant des années, tous deux partagèrent le leadership du cartel de Sinaloa, une association qui combina deux forces opposées, l'audace et le spectacle d'El Chapo, avec la patience et la discrétion d'El Mayo. Ensemble, ils étendirent l'empire vers les États-Unis, l'Amérique centrale et l'Europe, tissant un réseau qui en vint à dominer le trafic mondial de cocaïne, de méthamphétamine et d'héroïne. Pendant que Guzmán devenait une légende médiatique, Zambada restait le cerveau silencieux qui faisait tourner la machine. Quand El Chapo fut capturé et extradé vers les États-Unis, beaucoup pensèrent que le cartel de Sinaloa tomberait avec lui. Mais c'est l'inverse qui se produisit. El Mayo s'imposa comme le leader absolu, réaffirmant sa domination sans avoir besoin d'apparaître en public ni de tirer une arme. Au fil des ans, Zambada fit face à des conflits avec le cartel de Juárez, le cartel de Tijuana et les Beltrán Leiva. Pourtant, sa stratégie resta toujours la même: minimiser les risques, maximiser les profits. Il évitait les guerres ouvertes, préférait les accords et les assassinats chirurgicaux. Dans un monde où tous cherchaient à être craints, El Mayo choisit d'être invisible. Tandis que ses ennemis mouraient ou étaient arrêtés, Zambada demeurait libre. Il n'a jamais été capturé, même si la DEA et les autorités mexicaines offrent des millions de dollars pour toute information menant à sa localisation. Son secret: changer constamment de lieu de résidence, opérer par l'intermédiaire d'hommes de confiance, et ne jamais laisser de traces. Dans un monde où la célébrité tue, El Mayo choisit l'obscurité. Il a maintenu une vie privée presque impénétrable. Sa famille évite les médias. Pas d'apparition publique, ni de luxe tapageur. Il ne cherche ni la notoriété, ni des films, ni des chansons sur sa vie. Son pouvoir est dans le silence, et dans la mémoire de ceux qui lui doivent loyauté. Sous son leadership, le cartel de Sinaloa s'est étendu à plus de 50 pays, contrôlant des routes clés vers les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Il incorpora des méthodes modernes, sous-marins, drones et jets privés. Tandis que d'autres capots tombaient un à un, El Mayo restait debout. Aujourd'hui, il est considéré comme le capot le plus durable et le plus rusé du Mexique,
le dernier stratège du narcotrafic contemporain. Son histoire prouve que, dans ce monde, l'intelligence peut être plus létale que la violence et que parfois, le silence est l'arme la plus puissante. Mais l'empire du crime n'a pas seulement prospéré au Mexique. À des milliers de kilomètres, au cœur de la Colombie, un autre homme tissait son propre réseau de pouvoir, de discrétion et d'argent. Un capot qui préférait les cravates aux balles et qui bâtit un empire avec la même précision qu'un banquier. Son nom? Gilberto Rodríguez Orejuela, cofondateur du cartel de Cali, l'ennemi silencieux du mythe de Pablo Escobar. Pendant des décennies, un homme tira les ficelles du narcotrafic colombien depuis l'ombre. Il ne chercha jamais la célébrité ni les projecteurs. Son pouvoir ne venait pas de la peur, mais de l'argent, de la stratégie et de l'intelligence. Son nom? Gilberto Rodríguez Orejuela, le cerveau derrière le cartel de Cali, le capot qui domina le business de la cocaïne comme s'il dirigeait une multinationale. Gilberto José Rodríguez Orejuela naquit le 30 janvier 1939 dans le département du Tolima, en Colombie. Sa famille était modeste et, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, elle s'installa à Cali, Val del Cauca, une ville qui, avec le temps, deviendrait le cœur de son empire. Très jeune, Gilberto montra un esprit analytique et un talent naturel pour les affaires. Il commença par des activités légales, du commerce local et de petits investissements, mais comprit vite que la véritable fortune se trouvait dans un autre type de marché, un marché où la demande ne baissait jamais et où les profits étaient impossibles à égaler. Avec son frère Miguel Rodríguez Orejuela, il forma une association qui, avec le temps, donnerait naissance à l'un des cartels les plus sophistiqués et les plus rentables de la planète, le cartel de Cali. Dans les années 1970, les frères Rodríguez consolidèrent une organisation qui deviendrait le principal rival du cartel de Medellín, dirigé par Pablo Escobar. Mais leur style était totalement différent. Tandis qu'Escobar régnait par les balles et les bombes, Gilberto Rodríguez Orejuela bâtissait son empire grâce aux pots de vin, aux connexions politiques et aux sociétés écrans. Le cartel de Cali fonctionnait comme une corporation criminelle parfaitement structurée. Il possédait des divisions spécialisées en finance, logistique, sécurité et transport, et opérait via un réseau d'entreprises légales servant à blanchir des millions de dollars. À la différence du chaos violent du cartel de Medellín, Cali était un royaume de discrétion et d'efficacité. Ses dirigeants portaient des costumes, se réunissaient dans des bureaux et parlaient le langage des chefs d'entreprise. Gilberto était le directeur financier, le cerveau qui concevait les routes, les négociations et les mouvements d'argent. Son frère Miguel, lui, s'occupait de la coordination opérationnelle et des alliances internationales. Dans les années 1980 et 1990, le cartel de Cali en vint à contrôler jusqu'à 80% de la cocaïne entrant aux États-Unis. Ces opérations s'étendirent à l'Europe, à l'Asie et à l'Océanie, créant un réseau mondial qui déplaçait des tonnes de drogue et des milliards de dollars avec une précision chirurgicale. Gilberto Rodríguez Orejuela perfectionna l'art du blanchiment d'argent. Il créa de fausses banques, acheta des entreprises internationales et corrompit des politiciens de haut rang. La corruption n'était pas un outil, c'était le cœur de son business. Pendant que Pablo Escobar faisait exploser des bombes pour envoyer des messages, Gilberto préférait passer un appel et conclure un accord. Il n'avait pas besoin d'être craint, seulement respecté. Son principe était simple. La violence attire l'attention, et l'attention détruit les empires. Malgré tout, la rivalité entre les deux cartels était inévitable. Cali et Medellín s'affrontèrent dans une guerre silencieuse, une compétition pour les routes, les contacts et le contrôle des marchés internationaux. Tandis qu'Escobar imposait la terreur, Rodríguez Orejuela achetait des volontés. Et pendant des années, cette différence suffit à le maintenir libre. Mais toute stratégie a ses limites. En 1995, après une longue enquête conjointe de la police colombienne et de la DEA, Gilberto Rodríguez Orejuela fut finalement arrêté à Cali. Son arrestation marqua le début de la fin du cartel, qui avait fonctionné comme une corporation mondiale du crime. Après son arrestation en 1995, Gilberto Rodríguez Orejuela fut extradé vers les États-Unis en 2004, accusé de narcotrafic
de blanchiment d'argent et de conspiration internationale. Durant le procès, les procureurs révélèrent ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Le cartel de Cali n'était pas un gang de criminels. C'était un empire corporatif du narcotrafic avec des hiérarchies, des stratégies financières et des opérations mondiales rivalisant avec les grandes multinationales du monde légal. Rodríguez Orejuela se distingua par son profil atypique, plus cérébral que violent, plus stratège que guerrier. Son pouvoir ne se construisit pas sur la peur, mais sur la planification, l'intelligence et les contacts. Il créa des réseaux financiers capables de déplacer des centaines de millions de dollars sans laisser de traces. Il mit au point des méthodes de blanchiment si sophistiquées que des décennies plus tard, elles servent encore de modèle à des organisations criminelles. Il entretenait des relations directes avec des politiciens, des entrepreneurs et des autorités, assurant ainsi la stabilité de son empire. Il ne rechercha jamais la célébrité, ni le rôle médiatique qui finit par dévorer des hommes comme Pablo Escobar. Gilberto comprenait que le véritable pouvoir ne se crie pas, il s'exerce en silence. Dans sa vie personnelle, il mena une existence discrète. Il évitait les luxes ostentatoires, apparaissait rarement en public et tenait sa famille à l'écart des projecteurs, même si beaucoup d'entre eux finirent impliqués dans les finances du cartel. Son profil bas fut son meilleur bouclier pendant des années. Le 31 mai 2022, Gilberto Rodríguez Orejuela mourut dans une prison des États-Unis alors qu'il purgeait sa peine. Sa mort referma l'un des chapitres les plus importants de l'histoire du narcotrafic colombien. Mais l'héritage du cartel de Cali ne disparut pas avec lui. Il laissa une structure d'entreprise qui inspira les cartels modernes, des systèmes de blanchiment d'argent à grande échelle, des pots de vin institutionnalisés, et une philosophie fondée sur la discrétion, la négociation et le contrôle, sans recourir au terrorisme médiatique qui caractérisa Escobar. Gilberto Rodríguez Orejuela fut l'antithèse de Pablo Escobar, un capot méticuleux, patient et calculateur qui comprit que, dans le narcotrafic, le pouvoir ne se trouve pas toujours dans les balles, mais dans la stratégie et l'intelligence. Son nom resta gravé comme l'un des grands architectes du crime mondial, un symbole de l'époque où le narcotrafic cessa d'être seulement de la violence pour devenir un business à visage d'entreprise. Au fil de l'histoire, ces hommes Escobar, Guzmán, Carrillo, Cárdenas, Félix Gallardo, Caro Quintero, Zambada, Rodríguez Orejuela et d'autres laissèrent une empreinte indélébile dans le monde du crime organisé. Des montagnes de Colombie et du Mexique, jusqu'aux recoins les plus lointains de la planète, leurs noms devinrent synonymes de pouvoir, d'argent, de peur et de légende. Chacun tomba à sa manière, certains par ambition, d'autres par trahison, mais tous laissèrent un message clair. Dans le monde du narcotrafic, le pouvoir peut s'acheter, mais il ne dure jamais pour toujours. Certains de ces hommes finirent derrière les barreaux, d'autres furent abattus, et quelques-uns opèrent encore dans l'ombre. Le narcotrafic ne connaît ni frontières ni limites. C'est une machine qui se réinvente, un héritage maudit qui a traversé les générations. Ce qui unit tous ces capots n'est pas seulement leur ambition pour l'argent, mais leur capacité à transformer le crime en empire, à bâtir du pouvoir à partir de la peur et à laisser une empreinte indélébile dans l'histoire du monde moderne. Mais derrière chaque fortune, chaque avion chargé, chaque manoir et chaque coup de feu, il y eut des vies brisées, des milliers de victimes, des familles détruites, des jeunes sans avenir, des communautés entières marquées par la violence. Ces histoires, aussi fascinantes qu'elles puissent paraître, sont aussi un miroir sombre de l'ambition humaine. Un avertissement sur le prix du pouvoir et de l'impunité. Des montagnes de Colombie au désert de Sinaloa, leurs noms continuent de résonner comme des légendes et des avertissements à la fois. Car les empires du narcotrafic ne se bâtissent pas seulement avec de l'argent et du sang, mais aussi avec l'indifférence du monde qui les a vus grandir. Merci de m'avoir accompagné dans ce parcours à travers l'histoire du crime organisé. Si tu as aimé ce documentaire, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Ton soutien est ce qui maintient ce projet en vie et nous permet de continuer à révéler les secrets du passé. On se retrouve très bientôt dans un nouveau récit.